voudrais accueillir donc Olivier Amran, conseiller spécial du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la ruralité et de l'innovation dans les territoires, et John Billard, qui est à la fois maire de Le Favril en Eure-et-Loir et vice-président de l'Association des maires ruraux de France en charge du numérique. Et petite adresse à Michel Anger, John Billard sera dans quelques jours au Québec. Voilà, donc Olivier, en tant qu'élu rural, d'abord, et conseiller régional. Ensuite, quels sont les services que je identifie comme indispensables à la revitalisation des villages? Et dans un second temps, que fait la région? Que va-t-elle faire pour soutenir ça? Bon, déjà tout d'abord, un grand merci de m'accueillir troisième année consécutive sur le Ruralitique, sur cette édition, avec de nombreux élus ruraux. Et je salue aussi mon collègue, d'abord élu rural, de ces interventions et de ce débat de fond qui est intéressant, avec ce qu'on a pu entendre au préalable par nos collègues et l'émanation des territoires avec le sénateur aussi. Pour dire qu'il y a plusieurs questions en amont avant de parler de l'accompagnement région, c'est de savoir qu'il y a des réalités économiques, sociales sur nos territoires, et puis aussi un débat avant d'avoir d'autres populations sur nos territoires, c'est de maintenir nos populations dans nos campagnes et dans nos communes, parce que bon, c'est le conseiller régional bien sûr qui va vous parler, mais c'est aussi et avant tout l'élu local d'une commune rurale de peu moins de 8000 habitants qui va pouvoir témoigner aussi des dures réalités qu'on a sur nos territoires. Moi je voudrais dire d'abord que le numérique, et ce qui a pu être dit hier à travers la table ronde sur l'infrastructure, c'est plutôt une chance sur nos territoires ruraux, sur l'aspect économique, puisque tout d'abord aujourd'hui, quand nos populations viennent, quand nos populations veulent rester sur nos territoires, elles ont besoin d'un certain nombre de services. Ces services que tu qualifies d'indispensables, qui sont incontournables à mes yeux, c'est tout d'abord les services de santé, on connaît tous, les écoles qui sont bien sûr fondamentales et le rôle d'éducation qu'elles ont sur nos territoires, les commerces de proximité, ça a été évoqué au préalable, avec aussi tout ce qui est le travail de la poste, et j'y reviendrai rapidement. Et puis aussi, aujourd'hui, on voit sur les mentalités qui ont été évoquées tout à l'heure, qui évoluent fortement, les loisirs, qui viennent aujourd'hui, qui prennent une part importante, avec tout ce qui est autour du tourisme, des mois douces, où là, il y a un accompagnement qui a été fléché par l'exécutif régional. Moi, j'ai la chance d'être au bout d'aujourd'hui, pour dire que sur tous ces volets-là, qui paraissent des priorités, il y a un accompagnement qui a été fléché dans les 2 ans passés de la région. D'accord. Est-ce que tu veux que je détaille maintenant ou après? On y reviendra juste après. J'ai une question pour John. On a parlé effectivement de l'opération Cœur de Ville. Alors, si on faisait une opération Cœur de Mour, dans le genre de ce que fait l'État, à quoi ça ressemblerait? Est-ce qu'on devrait proposer ça? Évidemment qu'on devrait le faire dans les centres-bourgs. D'ailleurs, je me demande si on n'aurait pas d'ailleurs pu commencer d'ailleurs par les centres-bourgs. Je risque de choquer ou de gratter un peu. Principalement les grandes villes, les 222 villes qui ont été choisies, c'est peut-être celles qui ont porté un peu trop, on va dire, l'externalisation de l'activité économique des centres-villes vers l'extérieur, et aujourd'hui on leur redonne de l'argent pour qu'elles remettent à l'intérieur. Bon, bah, je suis désolé, mais c'est ma perception. Par contre, on y met quand même 5 millions d'euros sur la table. Ouais, c'est la signature de la RRF, pour dire les choses. Ils ne sont pas câlins. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on a la loi NOTRe aussi qui a changé l'organisation territoriale en mettant des cantons surdimensionnés, des intercos surdimensionnés, alors qu'on avait une organisation autour de cantons à taille humaine. Et là, on pouvait justement prendre ces villes de canton et organiser l'économie des centres-bourgs autour de ça, parce que c'est quoi aujourd'hui la réalité? Il y a des bassins de vie, il y a des communes rurales de 100, 300, voire 50 habitants qui gravitent autour et qui ont besoin à un moment donné en distance. On parlait tout à l'heure de bilan carbone, on parlait de ces solutions-là, enfin, ces problématiques-là, hein, et il faut à un moment donné penser que l'organisation elle est faite par les concitoyens, elle n'est pas faite forcément par nous, on doit l'accompagner, on doit l'organiser, mais les concitoyens, il a besoin, lui, dans un rayon de 15 km, de trouver son boulanger, son pharmacien, son médecin. Et ça marchait très très bien. Alors après, il y a sans doute des gens très intéressants qui sont très cultivés à Paris et qui utilisent le tableur Excel
de façon mathématique fortement pour faire des modèles qui aujourd'hui ne correspondent pas. Donc après, les solutions, c'est effectivement, et ça c'est notre rôle, c'est une vraie difficulté, c'est de recréer des bassins de vie qui existent naturellement et de les organiser en conséquence. Donc voilà la démarche. Effectivement, alors après, c'est tout ce qu'a besoin le concitoyen, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est le boulanger, le pharmacien. On avait aussi, je me souviens, dans les contrats, on appelait ça, de pays, on avait aussi la possibilité d'aider des artisans, des commerçants, des boulangers pour qu'ils viennent s'installer. Ça a été supprimé, donc on avait des moyens. Donc voilà, il y a eu une grande organisation. Moi, je suis assez fâché sur la loi NOTRe parce qu'elle a dégradé pas mal de choses sur cette proximité rurale, plutôt qu'elle ne l'a améliorée sous des prétextes d'économie d'échelle. Voilà le résultat aujourd'hui. On est obligé de remettre de l'argent pour des choses qui existaient précédemment. Désolé d'être un peu direct. Merci, John. Non, il n'y a pas de problème. Donc on va faire un petit tour d'horizon avec les autres intervenants de cette table ronde sur différents volets, hein, le commerce, l'énergie, le bâti, le web communal, la santé. Donc sans plus attendre, je vais demander à Renaud Quintin de HTA de nous rejoindre. Installez-vous. On parlait commerce, parce qu'effectivement quand on parle centre-ville, centre-bourg, on parle souvent de revitalisation commerciale, on a beaucoup parlé de commerce déjà dans la précédente table ronde. Donc avec HTA, vous proposez effectivement de rapprocher le consommateur qui habite là du commerçant qui vend là. Alors comment vous faites, comment ça marche? Alors bonjour à tout le monde. On a commencé l'aventure en 2012 en ouvrant la première place de marché local. On est parti d'un constat où dans les territoires ruraux, il y a eu l'ouverture des drives des hyper et les commerçants de centre-ville se sont dit ça ne marchera pas. Nos consommateurs sont trop ruraux pour utiliser ce service moderne, et dès que les hyper ont ouvert leur service de drive, de click and collect, notre consommateur rural va forcément constater qu'il s'est accaparé le service très très vite. Et les commerçants ont décidé de se réunir sur un Amazon local et de procéder le fameux click and collect. Les expériences, donc aujourd'hui on travaille sur une cinquantaine de territoires, on travaille de Saint-Jean-de-Luz à Valenciennes, on quadrille le territoire, et les retours d'expérience nous ont montré qu'il fallait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la simple place de marché des commerçants, surtout sur les petits territoires, n'était pas satisfaisante. Il fallait qu'on fasse la place de marché de tout le territoire. On a une forte expérience sur les marques territoriales. Petite info, on a créé il y a 10 ans la marque Cantaloer, la marque rouge. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire comment ces marques de territoire, on les met en marché. Aujourd'hui, vous avez des offices de tourisme, je fais des constats, après on parlera des vrais retours d'expérience, mais on a des offices de tourisme qui se plaignent d'avoir du mal à collecter la taxe de séjour, parce qu'on a une vraie compétition avec Airbnb, avec Booking. Tout le monde a laissé rentrer Booking sur les territoires, c'est 20% de commission qui partent. On n'a plus sur les territoires. C'est une data tourisme qui n'appartient plus au territoire. Donc là aujourd'hui, on crée des écosystèmes, c'est pour ça qu'HTA, depuis 2018, c'est la fourniture d'un écosystème complet, au-delà des commerçants, c'est de se dire, plus le territoire est petit et plus c'est vrai, on ne pourra pas faire coexister l'application smartphone du transport, l'application mobile du service communication de la mairie, l'application mobile de l'office de tourisme. Il faut avoir un seul système d'information qui va permettre d'avoir une mise en marché du territoire qui sera efficace. Un petit exemple, on vient d'avoir le marché avec Saint-Omer dans les Hauts-de-France. Saint-Omer a été retenu par la région des Hauts-de-France pour être le territoire test le plus avancé sur la Smart City, et c'est HTA qui vient créer, former l'intégralité des briques, c'est-à-dire qu'on livre une place de marché pour les commerçants qui sera pilotée par un office de commerce, on livre une place de marché de tourisme pour l'office de tourisme et pour vendre du all-inclusive. Alors aujourd'hui, le consommateur il est sollicité tous les jours pour réserver son séjour en un clic. Et bien, il faut que les territoires se mettent en marché et vendent du all-inclusive en disant je vais mettre 2 jours d'hôtel, la location de vélo du prestataire local, le pass piscine de ma régie, etc. Et aujourd'hui, HTA propulse ces solutions pour leur permettre d'avoir, comme les grands en fait. Et le temps, c'est pas quelque chose de demain, c'est quelque chose d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez écouté les publicités de la rentrée d'Amazon, elles font peur. Pour ceux qui les ont écoutées, le dernier bruit, c'est de dire que les courses sans stress, c'est le carton qu'on ouvre avec le zip du carton d'Amazon.
parce que c'est ce qui est le plus facile pour consommer. Donc il est urgent que les territoires se dotent d'un écosystème global, qu'on arrête de financer des écosystèmes qui ne se parlent pas entre eux, mais surtout des écosystèmes globaux. Renaud, côté HTA, justement, on se pose la question de l'échelle, parce qu'on a HTA dans un certain nombre de communes étendues, enfin, d'agglomérations, etc. Est-ce qu'un HTA d'un village, ça s'imagine? Alors, le plus bel exemple que j'ai à vous donner, c'est la réception de la notification du marché de l'USI ce lundi. L'USI dans la Nièvre? L'USI dans la Nièvre, 2000 habitants. L'USI dans la Nièvre, c'est le territoire test village du futur. Madame le maire s'est dit, mon village du futur, après avoir fait beaucoup d'études, il fallait rentrer dans l'opérationnel. Elle s'est dit, le village du futur, il a forcément son application smartphone. Donc aujourd'hui, on livre l'application de l'USI, donc un HTA et un marque blanche, on travaille pour les territoires, c'est l'application de l'USI. Et sur l'application de l'USI, j'aurai la possibilité de faire mes démarches en ligne, j'aurai la possibilité d'acheter dans des commerces de proximité, j'aurai la possibilité de payer ma cantine, de réserver le camping qui est en régie municipale, et derrière, ils ont une activité culturelle qui est assez forte, ils ont beaucoup de festivals, et l'idée c'est de créer une data qui est commune, c'est-à-dire qu'avec un seul compte, j'achète tout le territoire dans toutes ses dimensions. Et tous les festivals de l'USI vont passer par l'écosystème global. Et du coup, il y aura du monde aux animations organisées par la commune. Super, merci beaucoup Renaud. Restez avec nous. Je vais demander à Alain Rille de nous rejoindre. Alain Rille, qui est directeur territorial comptable de Enedis. On s'est posé la question de l'énergie aussi revitaliser. C'est aussi lutter contre la précarité énergétique qui est un vrai problème. On a parlé de paupérisation des centres-bourgs, etc. Donc, comment Enedis travaille avec les territoires pour favoriser une utilisation durable et responsable de l'énergie, pour lutter contre le gaspillage? Sur la base des données de consommation Linky, on peut imaginer aider les citoyens à consommer différemment, à consommer mieux, et élaborer même avec les élus de nouveaux projets locaux qui, justement, prennent en compte cette dimension énergétique. Donc, sur cette revitalisation des centres-bourgs, quelle est l'analyse d'Enedis? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, d'abord, merci de cette invitation et de ce partenariat disons, bien utile. Je rappelle quand même que sans électricité, il n'y a pas de numérique. C'est une évidence. Donc le rôle est souvent discret. Et pour vous prouver, Enedis va couper le courant maintenant. Voilà, donc effectivement le rôle d'Enedis est fondamental dans toutes les activités, en particulier dans les centres-bourgs. Et je rappelle que Enedis est héritière du service public de l'électricité de 1946. La grande entreprise a été créée à ce moment-là, a filialisé une partie de ses activités, dont la distribution d'électricité et pour gérer le réseau. Donc, dans les centres-bourgs, plus particulièrement comme ailleurs, la présence d'électricité doit être facilitée pour tous. Et c'est vrai que dans certains immeubles, l'accès à l'électricité n'est pas évident. En fait. Donc il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est déjà rendre le réseau effacé, c'est-à-dire moins visible, pour plus d'attractivité du centre-bourg. Ça, c'est la mission classique, j'allais dire. Et la mission moderne, c'est effectivement lié au déploiement du compteur Linky, tu l'as dit Sébastien. Alors ce compteur Linky, effectivement, nous met parfois sur la sellette parce qu'il y a des opérations, j'allais dire, un peu d'insoumission et de résistance à la modernité qui se mettent en place et qui se basent sur des arguments souvent un peu qui défient le bon sens. Donc, qu'est-ce que c'est Linky? C'est un compteur qui est communicant, tout simplement. C'est un compteur électrique communicant. Qu'est-ce qui permet pour faciliter la vie des usagers, que ce soit des consommateurs ou producteurs? Il permet des interventions déjà de relever à distance. On ne dérange plus personne pour relever les compteurs. Ils habitent en centre-bourg, souvent ils ne sont pas là dans la journée. Donc avec ce compteur, on peut effectivement plus facilement je dirais, relever les consommations et faire des factures, à nos clients, les fournisseurs, des factures plus justes. Et donc, moi j'ai souvent plus facile à payer dans certains cas. Mais Linky, c'est aussi la mise en service rapide. Lorsque vous entrez dans un appartement, même si c'est évident, souvent la dernière chose à laquelle vous pensez, c'est de mettre l'électricité. Alors, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'électricité, il faut une intervention physique, il faut un déplacement. Là où il y a Linky, maintenant c'est fini. On appelle un fournisseur, on crée un contrat par téléphone, avant 15 h, c'est la limite technique hein, pour l'instant, avant 15 h, l'électricité arrive dans la nuit qui suit. Donc en moins de 24 heures, on a l'électricité, et bientôt pour un prix moins important. Alors je dis bientôt, c'est que
les tarifs évoluent petit à petit avec le déploiement du compteur. Plus on aura de compteurs, plus ces tarifs seront intéressants. Et c'est effectivement aussi une information, et c'est là que je rentre dans la question que posait Sébastien, c'est-à-dire informer les consommateurs sur leur niveau de consommation de la manière la plus précise possible pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Il y en a qui ne veulent pas savoir combien ils consomment, et bien, ils continueront à consommer comme d'habitude, pas de Mickey, ça ne change rien. En revanche, ceux qui veulent faire des efforts d'économie auront toute l'information, effectivement, sur Internet, dans un espace privatif, sécurisé et demandé, créé par l'utilisateur. Voilà, donc il n'y a pas de mise à disposition ni de vente d'informations de la part d'Enedis. Les seuls qui connaissent la consommation, c'est le client, c'est Enedis, c'est son fournisseur. Et là-dessus, je ne peux pas faire la promotion d'aucun fournisseur, mais je crois qu'ils sont tous à peu près conscients de la nécessité d'informer leurs clients. Et donc, avec les informations qu'Enedis leur transmet, eux-mêmes ont des sites internet détaillés et proposent même des services au-delà de ce qu'on propose Enedis qui vont sur les adaptations tarifaires, etc. Donc, je dirais, c'est important de connaître sa consommation, mais aussi adressez-vous à votre fournisseur pour avoir des informations plus précises sur la facturation, sur les périodes moins chères, les périodes plus chères, etc. Tout ça va encore évoluer d'ailleurs dans les années à venir. C'est presque un enjeu d'aménagement finalement, parce qu'à la fois il y a la dimension attractivité, il y a la dimension, comme on le dit, visuelle quelque part sur ce centre-bourg, où effectivement on va rendre tout ça plutôt discret. Et puis il y a le fait que quand je vais avoir des nouvelles populations qui s'installent dans mon foncier, c'est effectivement toute la question de la maîtrise du foncier, mais c'est pouvoir faire en sorte que voilà, des gens qui veulent s'installer là, tout est connecté, l'électricité je vais l'avoir en quelques heures. Voilà, j'arrive sur un territoire qui est sur le plan de l'énergie, qui est responsable d'une image de ce centre-bourg qui se dégage à travers de cette problématique de l'énergie. Je voudrais juste ajouter que oui, avec la connaissance des consommations globales, alors là c'est plus individuel, mais globale sur des quartiers, sur des villes, sur des bourgs, on accompagne les collectivités dans leurs actions d'amélioration de l'habitat et le pilotage, je dirais, des baisses de consommation que ça entraîne. Donc l'information qui est là, encore une fois, souvent donnée, en contrepartie d'une petite convention simplement, mais gratuitement aux collectivités pour, encore une fois, piloter leurs actions. Et un dernier exemple, c'est la mise en place et des projets de plus en plus nombreux, ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire des bâtiments ou des quartiers qui investissent dans la production locale et qui, quand même, s'appuient sur le réseau pour compléter cette production. Et bien, Compteur Linky leur permet de gérer cette autoconsommation de manière à bien répartir à la fois les productions et les consommations entre les différents investisseurs et consommateurs. C'est vraiment un progrès considérable et Enedis s'engage à aider les collectivités sur ce type de projet. Évidemment, plus d'informations sur la petite fiche. Merci beaucoup Alain. Donc volet énergie, effectivement, quand vous voulez rendre votre centre-bourg attractif et donc le revitaliser, effectivement la question de l'énergie, moi je me dis je vais m'installer là, puis si la commune me dit tiens, côté énergie on a fait ce qu'il fallait pour que vous consommiez le moins possible, effectivement c'est un argument de plus. On va passer à une autre dimension, le bâti, avec Vincent Panier que je vais demander de nous rejoindre. Vincent Panier, fondateur de BASDIS, le bâti, le foncier, alors des taux d'occupation record dans les collectivités, voilà, du patrimoine normand dont on pourrait faire quelque chose, mais c'est Vincent qui va nous en parler. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour cet accueil. Déjà, en mot d'introduction, je rappelle ce qu'est BASDIS. BASDIS, c'est une place de marché qui permet de proposer ou de réserver un espace. C'est un modèle type Blablacar adapté aux espaces de travail. Et je fais un petit focus sur ce point, puisque si on se reporte il y a 7-8 ans où on se disait qu'est-ce que c'est que le covoiturage, on ne prenait vraiment pas ça au sérieux. Aujourd'hui, c'est devenu un moyen de transport fiable, économique et surtout humain. Puisque depuis hier, on replace l'humain au centre des débats, ça nous va très très bien chez BASDIS, parce que c'est notre discours au quotidien. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre conscience des ressources, des nouvelles ressources et surtout des nouveaux usages. Puisqu'on parle aussi de problèmes budgétaires, on parle de ressources financières qui manquent. Donc il faut, dans ce cadre-là, penser l'avenir différemment. Nous, dans BASDIS, on a mesuré, d'ailleurs Dominique le rappelait tout à l'heure, 50% des surfaces qui sont disponibles. Nous, la data que l'on a, c'est 42% des espaces
tertiaires dans les entreprises, dans les collectivités, les entreprises industrielles et commerciales, sont sous-occupées. Et c'est de cette ressource-là dont il s'agit. Donc, on a créé un algorithme, donc ça c'est une première en France, c'est unique, on est les seuls à le développer. Donc on a créé un algorithme qui nous permet de déterminer sur un territoire le potentiel d'espace disponible dans les collectivités, les entreprises industrielles et commerciales. D'ailleurs, je vous invite sur notre stand après, pendant les temps de pause, pour que l'on vous explique et que l'on vous montre. On peut pas vous faire, enfin, on vous donnera des éléments. Bon, c'est une étude qui prend un tout petit peu de temps, mais c'est ça, on vous le montrera. Et tous les élus que je rencontre sont toujours très très surpris du potentiel de leur territoire. Je vais vous prendre un titre d'exemple, puisque c'est notre communication pour Urality. Un territoire de 36 000 habitants possède à peu près, mais ça sera confirmé, un peu plus de 400 espaces disponibles qui peuvent recevoir donc des professionnels, du télétravail, permettre le travail à distance, et ça, assez peu d'élus en ont la mesure. Et ça, ce sont des espaces disponibles dans les collectivités, ce sont des espaces disponibles dans les entreprises. Ce sont typiquement les salles de réunion qui vont être utilisées 2 jours par semaine. Ça veut dire qu'elles vont être libres 3 jours par semaine. Et ça, c'est une ressource qui peut être exploitée vraiment à coût marginal, à coût zéro. Et quand on parle d'attractivité, le moteur de l'attractivité, c'est la capacité d'accueil. Un territoire qui n'est pas capable d'accueillir est un territoire qui n'est pas attractif, qui ne peut pas être attractif. Donc déjà, le premier travail, c'est de rendre ce territoire attractif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire à coût marginal. Parce que je suis d'accord, moi je croise des élus très régulièrement, les problèmes budgétaires sont des problèmes quotidiens, sont des problèmes récurrents. Et donc, en créant cette attractivité, en stimulant cette attractivité, eh bien on stimule des rencontres. Un autre chiffre que je voudrais vous montrer, on pourra vous en faire la démonstration tout à l'heure, sur ce même territoire de 36 000 habitants, ces 400 espaces, s'ils sont réservés une fois par semaine, donc on ne parle pas d'un taux d'occupation extrêmement important, ça représente 90 000 rencontres par an. Donc c'est 90 000 rencontres qui n'existaient pas, et ces rencontres sont facteurs de création de liens, parce que c'est ça l'enjeu. J'ai beaucoup aimé, hier soir je suis allé saluer Michel Anger, parce que j'adore cette histoire. Et il nous a fait la démonstration que la résilience de son territoire, elle s'est construite par la proximité retrouvée. Parce que l'enjeu, il est là, c'est de retrouver la proximité, de resserrer les liens entre les acteurs économiques, de resserrer les liens entre les acteurs du territoire. Et on sait très bien que la dynamique d'un territoire est proportionnelle à la qualité et à la quantité des liens entre les acteurs de ce territoire. Donc ça, il faut le favoriser. Et encore une fois, avec cette ressource existante, eh bien, c'est une possibilité de créer. Donc oui, le bâti est un actif, c'est existant. Il suffit de le rendre visible, et c'est ça qui est important. Je voudrais ajouter que sur l'accroche que l'on a décidé pour Urality, c'est révéler la puissance de vos territoires. Mais de quoi il s'agit? Pour nous, révéler la puissance de nos territoires, de vos territoires, c'est de mettre en place une méthode. Donc la première étape de cette méthode, c'est de révéler cette ressource, c'est-à-dire c'est de la rendre visible. Ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place. La deuxième chose à mettre en place, c'est une stratégie, c'est-à-dire c'est communiquer différemment, rendre visible cette ressource, et puis l'utiliser. Et développer les nouveaux usages, c'est quoi? Dominique Valentin en a parlé tout à l'heure avec le télétravail. Alors le télétravail, pour nous, c'est le télétravail, mais aussi le travail à distance, puisque ça permet bien sûr de capter ces personnes, mais ça permet aussi de capter des professionnels qui traversent le territoire et qui vont s'arrêter pour y travailler sur une période, sur un moment relativement court, et qui vont découvrir ce territoire. Et en le découvrant, eh bien, vont créer du lien, et on a tous les jours dans Base 10 des exemples et des belles histoires qui naissent. Et pour terminer, quel est l'enjeu? Donc c'est rendre visible cette ressource,
favoriser les échanges, favoriser donc la réservation. Et donc ce que a développé BAS10, ben, c'est une plateforme de proposition et de partage et de réservation d'espaces de travail, mais à la marque du territoire. Parce que l'enjeu, c'est de renforcer la marque du territoire pour que chaque acteur du territoire soit fier de parler de son territoire et de porter son territoire. Et c'est important aujourd'hui, et pour boucler la boucle du numérique, d'utiliser ces outils numériques qui permettent les changements culturels, parce que c'est bien ça qui est au centre, il faut que l'on change nos habitudes. C'est pas un univers de danger, mais c'est plutôt un univers de croissance et de développement. Et on se rend compte que c'est un peu à l'image d'un effet papillon, c'est-à-dire qu'on change un tout petit peu d'habitude pour des changements résilients et extrêmement importants et retrouver la croissance sur les territoires. Voilà la vision de BAS10. Notre vision, c'est que la France doit devenir un flex office et il doit être facile de pouvoir travailler partout sur les territoires. Merci beaucoup Vincent. Donc effectivement, votre territoire peut être en journée porte ouverte permanente grâce à BAS10 et être donc ouvert aux 4 vents. Les nomades qui le traversent et laisser une trace durable et positive, on n'en doute pas, donc à ces gens qui vous rendent visite. Le web communal avec, donc je vais accueillir Lorenzo Estelle Vermeil de Net15 qui a son stand sur le Smart Village. Ah bah t'étais tout là-haut, donc c'est autant de moins dans le temps de parole, attention Lorenzo. Et le web communal, on en parlera un petit peu aussi avec Communard, puisque vous êtes totalement concurrence à Communard, mais je pense que vous allez bien vous entendre. Lorenzo, le web communal, effectivement, un territoire qui n'a pas de site internet, c'est un territoire qui n'est pas sur la carte, qui n'est pas sur la toile, qui n'existe pas dans le monde moderne, mais c'est pas si facile d'avoir un site web, c'est compliqué, ça demande de la ressource en interne, ça. Alors déjà, bonjour à tous. Un site web, c'est compliqué et pas compliqué. On nous explique aujourd'hui que tout le monde ne sait pas faire. Oui. Alors voilà, on nous explique que c'est toujours simple à faire, et en pratique, on se rend compte que ça l'est pas. Donc du coup, en fait, un site internet, il y a déjà plusieurs typologies de sites internet. Parce que déjà, pour un bon site internet, il faut qu'il soit déjà vecteur d'information. C'est la principale occupation, c'est-à-dire que moi, je suis aussi élu municipal, on veut que sur notre site internet, on ait toutes les informations qui soient nécessaires à la vie de la commune. Aussi bien les 2 demi-journées où on est ouvert par semaine, parce qu'on a 300 habitants. Voilà. Mais surtout, on veut que ce soit un accueil 24/24, 7 sur 7. Voilà. Et du coup, on est obligé d'avoir des services, etc. Et peu importe la taille de la commune. C'est-à-dire qu'on soit 8 000, 10 000, 300, et bien à un moment donné, on peut faire les mêmes services. Voilà. Et l'intérêt, en fait, d'avoir un site internet, c'est d'essayer de fournir ces services. Le problème, c'est que toutes les plateformes sur lesquelles on fait des sites internet ne fournissent pas ces services. Et souvent, c'est pour ça que je dis que c'est facile, parce qu'il y en a qui installent sur certains portails gratuits ou autres, etc. Ils disent, voilà, on a un site. Bon, en fait, non, ils n'ont rien. Ils ont une page, ils ont la même chose qu'on pourra avoir en tapant sur Google le nom de la mairie, où ça va me donner la fiche Wikipédia, il n'y aura rien du tout. Quand il y en a une fiche Wikipédia. Ouais, et quand elle n'est pas utilisée par des personnes qui ne sont pas de la commune et qui mettent des choses qu'on ne désire pas. Ça. Voilà, ça c'est encore autre chose. Donc du coup, l'intérêt, c'est d'avoir une vraie plateforme. Donc je représente Net15, donc on est sur le territoire depuis 1997. On en parlait encore hier, parce que du coup, j'ai poussé voilà, un petit cri, parce qu'en 1998, Cybercantal, c'était grâce à Net15, qui était justement l'entreprise qui a fourni les cartes télécom, qui a permis de développer Cybercantal au départ. Net15 était partenaire de cette opération, voilà, le premier partenaire technique de cette opération. C'était un peu le partenaire, mais surtout, depuis 2003, avec l'outil Kit Mairie, qui maintenant s'appelle Website Mairie, voilà, on a essayé de développer un petit peu, on a un outil vraiment à destination des communautés. Que ce soit les Comcom, que ce soit les mairies ou autres, parce qu'en fait, on a les mêmes besoins. À peu de choses près, il y a des besoins un peu spécifiques, mais on arrive à les adapter. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une plateforme simple et intuitive, parce qu'il faut savoir que ceux qui vont rentrer l'information ne sont pas formés. Voilà, donc quand on a des grosses communes avec des services de communication ou autres, c'est très bien. Donc voilà, on fait vivre une dizaine de personnes qui font leur site, etc. Mais quand on est 300, que c'est un élu bénévole qui fait ça quand il a le temps, quand c'est un maire, des fois, voilà, qui le fait. Quand c'est la secrétaire de mairie entre 2 papiers qui arrive à rentrer une information, il faut que l'outil soit simple, il soit intuitif et surtout il soit accessible à tous. Alors après, il y en a qui ont des coûts plus ou moins importants, etc. Mais voilà. Mais après, surtout, il y a tout un aspect, on se dit, bah voilà, on choisit un outil. Mais après, souvent, on oublie l'outil, surtout aujourd'hui avec le RGPD,
on est quand même collecteur d'informations. On va avoir des informations. Il faut aussi que la plateforme soit sécurisée. Mais est-ce que vous êtes capable de dire, aujourd'hui dans cette salle, je suis certain qu'il y a la moitié des personnes qui ont peut-être un site ne savent pas si leur site est sécurisé réellement ou pas. C'est pas le petit cadenas HTTPS. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Le cadenas HTTPS, aujourd'hui, je vous le mets sur n'importe quel site. Ça ne veut pas dire qu'il est sécurisé. Ça veut juste dire qu'on a payé pour avoir un petit cadenas HTTPS. Voilà. Mais la sécurité, c'est encore autre chose. Donc on va au-delà. Et le problème, c'est que quand on dit, allez-y, faites votre site alors, sur un portail gratuit ou autre, on espère que c'est bien fait. Mais des fois, quand on se lance un peu dans l'aventure, un peu tout seul, avec des hébergements qu'on peut trouver à très bas prix, etc., on installe des fois un open source. Il a installé une fois, on a eu des cas. J'ai récupéré une mairie, l'open source installé en 2002, jamais mis à jour. Ah, le site internet s'est fait hacker, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, on l'entend bien, il y a toute une génération effectivement de sites. Il y a 30% en France des communes qui n'ont pas de site internet, 30% qui ont un site de première génération. Donc la question qui se pose, c'est quand même aussi donc ingénierie et moyens aujourd'hui, combien ça coûte et qu'est-ce qu'il y a derrière comme service. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, Net15 dit vous êtes une commune de X habitants, on va vous faire la maintenance évidemment, on va vous faire l'éditorialisation, vous nous envoyez les infos, on va rentrer les choses, parce que le problème c'est aussi cette main-d'œuvre qu'on peut avoir ou pas dans la mairie. Alors, aujourd'hui, avec Net15, donc, on travaille surtout sur l'accompagnement. Parce qu'en fait, c'est la principale chose. On a des outils do it yourself, enfin, faites-le vous-même, pardon, comme M. John Billard le propose avec la MRF, etc. Sauf que, pour moi, je suis désolé de le dire, c'est pas le modèle, les gens ne savent pas ce qu'il faut dans le site. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir l'outil, on peut avoir le meilleur outil, mais si on ne sait pas ce qu'on doit mettre dedans, à un moment donné, ça ne marche pas. Il faut une dynamique éditoriale. Voilà, alors, des fois, ils sont accompagnés, etc. Mais nous, on essaye justement d'avoir cet accompagnement pour les guider, pour savoir comment les faire évoluer, etc. Et c'est ça le plus important. Alors aujourd'hui, j'aime bien, j'ai quelques analogies. Un site internet pour une petite commune, ça coûte le prix d'un lampadaire. Et tous les ans, ça coûte le prix de l'ampoule du lampadaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est environ un premier site, on en a environ 1 200 €, c'est à peu près le prix du lampadaire. Et l'ampoule coûte 350 € dans certaines ampoules. Nous, on est à 298 tout à fait. Donc voilà. Donc au moins, ça vous laisse. Et en général, quand on vote pour mettre un lampadaire, ça choque personne. Mais par contre, quand on a 1 200 €, on va essayer de le tirer à 1000, à 1100 €, etc. On va toujours négocier le coup de gras. Si vous voulez, on parle du mètre linéaire de bitume. C'est pareil, on n'est pas beaucoup de mètres linéaires. Donc voilà, il faut faire certaines analogies. Et aujourd'hui, il faut penser surtout que ceux qui font du commerce en ligne, ils l'ont bien compris, c'est 24/24, 7 sur 7. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, votre accueil de la mairie, surtout des petites mairies, il est ouvert tout le temps, avec des téléprocédures, avec du comarquage qui va donner de l'information, etc. Et du coup, c'est ça vraiment qui est important. Donc aujourd'hui, le coût du site, il faut essayer de le mettre en relation avec d'autres choses qu'on utilise dans les mairies ou autres, et se dire finalement, ça ne coûte pas si cher par rapport à l'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est... voilà, j'ai peut-être un petit peu dépassé, c'est ça? Mais c'est pas grave, je l'ai pas. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Lorenzo Esteve Vermeil, merci Net15. Donc, un local de l'État, vous l'aurez compris, au numéro 15, ils sont à Aurillac. Alors John, campagnol.fr version 2 qui a été lancée en Bretagne à l'hiver dernier. Voilà, tu parlais de complémentarité avec le travail que fait Net15. Oui, c'est important de préciser parce que Net15 a fait partie de l'appel d'offres qu'on avait lancé pour lancer Campagnol 2. Et comme je prône depuis, d'ailleurs, à l'éthique déjà depuis longtemps, l'importance de toutes les communes de France et un site internet, tous les acteurs qui permettent de réaliser ça, moi ça me va bien, je ne fais pas la concurrence. Sauf que nous on a une association et on doit accompagner nos collègues élus à la sensibilisation, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, mais il fallait apporter la solution. Alors il y avait deux éléments quand même importants, parce que pour moi, le site internet, c'est plus un acte politique aujourd'hui, en tant qu'association pour défendre la réalité, que c'est pas mercantile. On ne gagne pas d'argent avec ça, par contre on a un discours politique important. Pourquoi? Parce que l'État est en train de construire ce qu'on appelle l'État plateforme, donc ça veut dire un accès à tous les services publics via, demain peut-être, servicepublic.fr. Et par rapport à ça, moi je me suis dit, avec les collègues, mais si demain tous les services publics sont accessibles en ligne, quid de la mairie? Pour le coup, il n'y a plus besoin de mairie puisqu'on fait tout en ligne. Sauf que aujourd'hui, le concitoyen, il veut à la fois de l'information sur son site internet, mais au-delà de ça, aujourd'hui, il cherche du service.
il cherche à accéder à un certain nombre d'informations qui lui permettent d'accéder à des services, que ce soit réservé à la cantine, que ce soit réservé à la salle polyvalente. Et puis après, on peut imaginer, tout ce qu'on va d'ailleurs imaginer, c'est aussi l'objet de partenariat avec la Poste, comme disait Laurent tout à l'heure, pour développer tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, la mairie, depuis 200 ans, elle est le lieu central de là où le concitoyen trouve tous les services publics. Donc, à l'ère du numérique, le site internet doit devenir le portail d'entrée de tous les services publics. Alors, l'argument que j'ai donné au secrétaire d'État, Mounir Majoubi, quand j'ai présenté ça, c'était simple. C'était qu'aujourd'hui, lui, il a, et nous d'ailleurs, on est tous concernés par ça, on a 13 millions de personnes qu'on dit exclues du numérique. Donc ça veut dire que ces personnes-là, il va falloir les accompagner. Et sur les actes administratifs, c'est encore plus important. Tout à l'heure, on parlait justement de mettre au plus près des citoyens tous les services publics, l'accès, c'est important, c'est une notion d'égalité. Et ce que je lui ai dit à Mounir Majoubi, j'ai dit bah, c'est très simple, il y a en France 36 000 endroits où vous avez 36 000 personnes, secrétaires de mairie élus, qui vont pouvoir accompagner ces concitoyens. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un acte politique, c'est-à-dire que la commune, c'est le lieu le plus représenté en France pour accompagner les concitoyens. Le site internet, à l'ère du numérique, deviendra la plateforme des services publics communale et permettra à ces 13 millions d'exclus qui soient en zone urbaine ou en zone rurale de trouver un accompagnement lorsqu'ils ne pourront pas accéder à une déclaration d'impôt, ils ne sauront pas le faire, parce que je rappelle aussi qu'il y a des notions de créer des codes secrets, comment on va gérer ça pour les personnes qui ne savent pas. Et donc c'est tout l'objet de Campagnol. Et Campagnol donc, a été développé en ce sens, au-delà du fait qu'il ait été mis responsif, parce qu'il doit s'adapter d'un point de vue technologie, mais il va permettre à un élément aussi tout à fait politique, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème des intercommunalités. On est nombreux à se dire que les intercommunalités prennent un certain nombre de compétences, très bien, pas toujours, mais il y en a certaines qui sont très bien, sauf que le citoyen, lui, se fout de savoir que le service il est fait au conseil départemental, qu'il est fait à la Comcom, etc. Ce qu'il va vouloir, c'est faire ce qu'il faisait depuis toujours, c'est aller à la mairie, j'ai besoin de faire ça. Si la compétence a été transférée à la Comcom, ben c'est très simple, avec Campagnol, il le fera depuis la commune, depuis la mairie, depuis le site. Et après, tout ce qui est la notion de back-office, de gestion, de savoir qui gère derrière, c'est l'interco, c'est le département, on s'en fout royalement. Lui, son interlocuteur est toujours le même depuis plus de 200 ans, c'est-à-dire sa commune, son maire. Et c'est ça Campagnol. Donc au-delà d'une plateforme internet, qui répond évidemment à toutes les règles de sécurité, en plus on passe sur un syndicat à vocation unique, un SIVU, il répond à toutes les règles de RGPD, etc. Il y a aussi un accompagnement, on a aussi cette partie-là, on a mis en place au sein de la MRF pour aider les élus à franchir le cadre, un accompagnement téléphonique, une formation en ligne, donc tout ça, c'est d'un point de vue technique, ça existe, mais c'est plus un appel à la sensibilisation de l'enjeu, tel que je disais il y a quelques années, ici à Ruralatif, d'avoir un site internet, au-delà du tourisme, au-delà de l'activité, du spectacle qu'on met dans sa commune, c'est aussi de remettre la mairie, qu'elle soit physique ou numérique, au centre du village. Merci, merci John. Des propos dont on se doute qui sont appréciés dans cette salle. Daniel Rich, pour OPI Médical, c'est notre dernier intervenant avant de revenir avec Olivier Amran sur l'action régionale. La santé, et oui la santé, on parle longueur, c'est à toi au centre. Alors à longueur de journal télévisé, à longueur de Pernod, on nous parle de ces catastrophes en série de désertification médicale, donc il y a peut-être des débuts de solutions, parce que effectivement dans les centres-bourgs, alors le sénateur Bourquin disait, effectivement il y a même des praticiens qui ont été incités à aller vers les périphéries, donc comment OPI Médical et la téléconsultation médicale peuvent contribuer à la revitalisation des centres-bourgs. Bonjour à tous. Donc le principe de base, c'est qu'effectivement nous mettons en œuvre dans les communes qui subissent la désertification médicale des studios de téléconsultation, des cliniques de téléconsultation. Et donc pour répondre à la question, c'est qu'effectivement la problématique que nous rencontrons dans le déploiement de ce type de service, c'est qu'effectivement c'est de montrer que c'est un service crédible. Parce que dans les communes rurales, on est souvent confronté à la demande de la population de dire bah nous on aimerait bien un vrai médecin pressant physiquement et est-ce que la téléconsultation permet de rendre ce vrai service.
Et donc pour pouvoir en parler un petit peu et dire que c'est crédible, je voulais parler de la première commune qu'on a pu déployer donc, en sud de l'Alsace, qui est la commune d'Oberbruck, et dans laquelle on a ouvert en 2016 le premier studio téléconsultation. Et donc comment ça se présentait, c'était un local communal mis en place et rénové par monsieur le maire qui est monsieur Béra, et dans lequel on a installé un chariot de téléconsultation, vous pouvez venir voir sur notre stand dans le Smart Village, et qui accueille les patients avec un assistant de téléconsultation qui est en fait en général une infirmière. Et cette infirmière va accueillir le patient, va préparer un certain nombre de choses au niveau du dossier administratif, va prendre un certain nombre de mesures au niveau des paramètres physiologiques du patient, la température, le poids, etc., etc. Et ensuite va connecter ce patient au médecin à distance, qui peut être un médecin de la commune d'à côté, qui peut être un médecin un peu plus loin, qui peut être un médecin de la ville d'à côté, ou alors carrément à l'opposé du territoire, ça peut être même en Bretagne. Voilà. Et le retour que l'on a eu depuis maintenant 2 ans d'activité, c'est qu'effectivement, les patients, quand ils arrivent dans ce centre-là, parce qu'on a petit à petit étoffé le service médical, c'est qu'au départ c'était que pour de la médecine générale, et après on a ouvert un petit peu pour de la médecine de spécialité, donc on a ouvert la dermato, on a ouvert la cardio, on a ouvert la radiologie avec l'échographie, etc. Et donc un habitant d'Oberbruck s'est rendu compte qu'effectivement en traversant la rue, il avait accès à une communauté médicale complète, de la médecine générale jusqu'à la médecine de spécialité. Et puis après on s'est dit, bah oui, bah c'est un peu dommage parce qu'il y a encore 10 km à faire pour aller chercher les médicaments une fois que le patient va récupère son ordonnance, parce qu'il récupère son ordonnance. Donc à ce moment-là, on est allé voir les pharmacies locales et puis on a essayé de faire en sorte que les médicaments puissent être livrés à domicile. Et même principe pour les prises de sang, les analyses de laboratoire, parce qu'il fallait aussi que les habitants fassent 15 km pour pouvoir faire ces analyses-là. Et donc on a fait vu avec l'infirmière assistante de déconsultation pour qu'elle puisse faire ces prises de sang et qu'ensuite ça soit elle qui gère la logistique du flacon pour les analyses. Et donc la réaction des patients à la fin, bah, c'était qu'ils avaient l'impression qu'à la faveur de ce studio de téléconsultation, on avait mis un hôpital de jour en fait dans le village. Et le meilleur exemple, c'est qu'on avait un certain nombre de patients qui venaient de Mulhouse, à 30 km, parce qu'ils avaient une espérance d'avoir un médecin beaucoup plus vite que... Et donc tout ça pour dire qu'en fait, les studios de téléconsultation sont tout à fait indiqués dans les zones qui se désertifient, mais aussi sont indiqués même en centre-ville, parce qu'on se rend compte qu'ils ont un meilleur accès aux soins que moi qui habite à Nancy ou que même un Parisien. Et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir un centre de téléconsultation à Mulhouse là, avant la fin de l'année, un centre en centre-ville de Paris, etc., etc. Du côté des médecins, parce que je voulais en parler un tout petit peu, parce que quand on a ouvert le centre en 2016, il a fallu que je secoue un certain nombre de médecins pour répondre et avoir quelqu'un qui rende le service. Donc j'en avais qu'un seul au départ, qui a accepté de me prendre tous les patients d'Oberbruck, alors qu'il était lui aussi dans une zone désertifiée à Saint-Dizier. Et globalement, donc on en avait 2, puis après maintenant on en a 300 maintenant dans la plateforme, parce qu'en fait les médecins ils prennent coup et ils découvrent un certain nombre de choses. Donc la première chose qu'ils découvrent, c'est qu'ils font en fait des consultations médicales qui sont plus consistantes qu'à leur propre cabinet. Pourquoi? Parce qu'on leur met des outils de diagnostic, notamment pour l'examen physique de la consultation, de la partie conversationnelle, qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les instruments optiques pour voir les oreilles, le tympan, la gorge, la peau, etc. sont de meilleure qualité que ce qu'ils ont au cabinet. Ouais. Ils font des examens qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, notamment avec tout ce qui est échographie, qui remplace normalement la palpation et la percussion quand ils font leur sens tactile. Et donc tous les médecins au départ nous disent bah non, ça ne peut pas marcher, mais quand ils acceptent de faire l'effort de se former, en fait ils se rendent compte qu'ils vont beaucoup plus loin qu'avec leur sens tactile. Et ils découvrent aussi que comme c'est dans un cadre un petit peu bien avec l'application qui fait qu'on les guide de la prise de rendez-vous jusqu'à la feuille de soins, bah, ça va beaucoup plus vite. La deuxième chose, c'est que c'est aussi mercantile, mais pour le médecin, en fait, il se rend compte que comme il partage, c'est un industriel, il partage sa consultation, son travail avec l'infirmière assistante de téléconsultation, il va beaucoup plus vite pour faire sa consultation. Parce qu'effectivement, l'infirmière accueille le patient, prend ce que je disais tout à l'heure, les constantes, etc. Et derrière va déshabiller le patient si c'est nécessaire et ne va appeler le médecin qu'à l'issue de cette préparation. C'est beaucoup plus efficace. Le médecin, quand il rentre en consultation, il fait que son job qui est le diagnostic. Quoi. Voilà. Et donc ce qu'on a pu constater quand ça tourne bien, c'est qu'une consultation pour le médecin se réduit à 6 minutes. Par contre, le patient n'a pas l'impression d'être expédié parce que lui, sa consultation dure vraiment 20 ou 25 minutes. Puisqu'il a accompagné pris en charge effectivement par l'assistante. Donc l'infirmière fait tout le travail avant-vente et tout le travail après-vente aussi quand il y a un problème. Oui, genre non, je peux pas mettre ces médicaments, etc.
Et le dernier avantage, mais ça c'est une révolution qui est un peu plus profonde et qui est à l'aube, à mon avis, d'une mutation très forte du marché en matière de santé et de distribution des soins, c'est le dossier médical. C'est que comme les médecins qui interviennent pour le compte des patients qui viennent dans le centre, il va falloir qu'ils reviennent dans un centre, peut-être qu'ils aillent à l'hôpital, peut-être qu'ils aillent voir un médecin spécialiste physiquement, notamment si c'est un dermatologue pour enlever un grain de beauté ou n'importe quoi. Et ben, il fallait que les médecins qui interviennent à distance puissent travailler dans un dossier qui puisse être partagé auprès de tous les autres professionnels de manière classique. Et en fait, le fameux DMP que vous avez peut-être entendu parler depuis 2004, et ben, il retrouve toute sa puissance à l'occasion de la téléconsultation, et la téléconsultation est le catalyseur de tout ça. Et ça permet finalement de recentrer dans un dossier régalien et étatique toute la donnée médicale du patient pour le remettre à la communauté, et le patient ne se retrouve plus avec une balkanisation de ses données de santé réparties dans les différents établissements de santé qui vont travailler pour le prendre en charge. Merci beaucoup Damien. Olivier Herman, donc d'abord en tant qu'élu de la commune de Saint-Péray en Ardèche, mais aussi en tant que conseiller régional, deux temps. Votre réaction en tant qu'élu local par rapport à ces propositions de valeur qui sont autour de la table, et puis derrière, côté région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'il y a des actions spécifiques qui sont prévues pour accompagner les territoires dans cette revitalisation? Oui, bien sûr. Mais quand on entend l'ensemble des collègues, voisins, qu'ils soient élus, d'autres élus qui sont avec nous, et l'ensemble des porteurs de projets ici, et donneurs d'ordre, on se rend compte que l'attractivité, le maintien, ce que je tiens, le maintien de nos populations dans nos territoires ruraux, si on veut que ça ait du sens, il faut mettre des moyens. Très clairement. C'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Il y a de l'ingénierie aussi à prendre en compte, c'est fondamental, parce que forcément que l'Interco a pris tout, et heureusement, parce que je partage un certain nombre d'idées avec mon collègue sur nos territoires. Mais il faut quand même que les collectivités qui auront pris un certain nombre de compétences, et là je parle de la région bien évidemment, puissent mettre des moyens considérables dans les territoires ruraux. C'est ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce qu'on a mis depuis un peu plus de 2 ans maintenant, avec toutes ces priorités que j'ai pu dire en préambule. Vous avez évoqué la médecine, la télémédecine. Alors je vais commencer par les maisons de santé, qui fonctionnent très bien dans nos territoires, avec le regroupement de professionnels de santé avec cette proximité, cette présence sur nos territoires, où là on a doublé le plafond, et on a vu plus de 45 maisons de santé voir le jour l'an passé, grâce à ce plafond qui a été doublé à 200 000 €. La télémédecine, qui est un enjeu capital sur nos territoires. J'ai un exemple qui va sortir aussi à l'hôpital de Mons à Saint-Agrève en Ardèche, où là aussi c'est 390 000 € qui sont mis sur la table sur des projets prêts à démarrer. Et puis après, il y a tout ce qui est l'enjeu de commerce de proximité, et sauver le dernier commerce de la commune, c'est souvent le cas dans nos communes qui sont plus rurales que la mienne, pour dire on maintient. On a des projets lourds d'investissement, notamment sur des vitrines, sur le mobilier, où il faut qu'on soit accompagné. Et là, la région a signé une sorte de convention un petit peu morale avec les communes ou les intercos, de dire on sera le premier financeur de votre investissement qui est un investissement lourd, on mettra 20% sur la table, à condition que l'interco ou la commune mette 10%. Et aujourd'hui, on a mis 36 millions d'euros sur la table pour cet accompagnement-là, et là on a une grande partie de notre territoire qui est accompagné à ce niveau-là, avec, je souligne, parce que c'est aussi ce qui a dû être évoqué hier sur les infrastructures, l'accompagnement de nos élus locaux, c'est fondamental, parce qu'il a fallu défendre sur nos territoires ruraux le choix du très haut débit et de la fibre, c'était très simple dans certains territoires, mais ils l'ont très bien fait. Et puis ce rôle dont parlait John tout à l'heure, d'être facilitateur. Nous, aujourd'hui, on doit être en proximité avec nos territoires, écouter l'ensemble des gens qui sont autour de nous, le monde agricole, le tourisme, mais voilà, facilitateur et accompagnateur. On ne peut pas tout résoudre, et c'est le collectif qui prend souvent le dessus. Pour reparler aussi des loisirs et du tourisme, qui est un enjeu aussi capital sur nos territoires, avec les sports de nature, qui en font partie aussi. Là aussi, la région accompagne sur le terrain plein air, un peu plus de 24 millions d'euros sur cet accompagnement-là. Et puis un volet qui a été évoqué tout à l'heure par le sénateur aussi, la partie économique et industrielle, qui est fondamentale sur nos territoires, où là aussi, un peu plus de 145 millions d'euros sont injectés dans l'économie régionale pour qu'on aide à l'implantation d'industries, avec un volet bien sûr innovation et industrie du futur que l'on connaît bien ici, qui est fondamental. On a évoqué tout à l'heure aussi un sujet qui nous rassemble, il faut le dire, ce chantier colossal du numérique, parce que tout n'est pas noir, ça avance bien sur certains territoires, c'est un nouveau challenge,
Et c'est vraiment un projet d'envergure d'aménagement du territoire. On réaménage notre territoire pour les générations futures. Et ce que j'ai coutume de dire, parce que je la connais bien, la ruralité, peut-être un peu moins que jeune, mais c'est vrai qu'il y a une culture et nos savoir-faire qui sont dans nos territoires ruraux qui est fondamentale, parce que c'est des gens qui ont vraiment cet engagement chevillé au corps de travailler, d'avoir cette culture d'entreprise, et c'est des talents que tout le monde se bat à avoir après. Donc on met des formations en place. Moi j'ai des formations qui ont été mises en place, j'aime bien prendre cet exemple, où c'est le rural qui est venu sur l'urbain, sur une école de codeurs avec un Fab Lab au Chélar, qui est venu délocaliser sa formation et qui a pris le pari de la délocaliser sur une commune un peu plus urbaine avec Guérin-Grange, relatif, 10 000 habitants, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises du secteur qui se développent s'arrachent les développeurs, voilà. Et c'est fondamental de dire ça, qu'il y a une véritable solidarité et d'avoir ce challenge derrière de réaménager notre territoire, c'est plutôt une bonne chose. Et la région joue son rôle même avec le volet formation, qui est une compétence, avec des formations qualifiantes comme l'école de codeurs dont j'ai pu parler, mais aussi des plateaux techniques qu'on a mis en place sur certains départements pour les jeunes, pour tirer la fibre, pour souder la fibre, sur le volet infra, avec un enjeu capital qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est sur les usages de demain. Voilà, merci. Merci beaucoup Olivier, je vous invite à applaudir nos intervenants. J'espère que cette matinée vous aura éclairé sur un certain nombre de stratégies qui sont à votre disposition et d'outils, mais aussi de positions politiques. C'est-à-dire que, effectivement, le numérique fait que vous pouvez redessiner des projets pour vos centres-bourgs, mais il faut faire projet, peut-être, c'est ce qu'on peut aussi retenir. Merci encore.